Il est 14h30. Retourner travailler un petit peu. Bon, j'ai du mal à me concentrer parce qu'il y a pas mal de bruit aujourd'hui dans l'immeuble et même à l'extérieur. Du coup, je voulais vous parler de ça. C'est un indispensable, jour et nuit. Moi, la marque, c'est des loupes. Je sais pas si vous connaissez. Je trouve que les boules caisses, c'est pas vraiment agréable. Je pouvais pas dormir sur l'oreille. Le petit truc qui dépassait, genre ça me faisait trop mal. Et en fait, ceux-là, ça prend vraiment la forme de votre oreille. Trop facile à mettre, trop facile à enlever. C'est trop bien. Et du coup, ça m'a fait penser à un truc. Donc ça, c'est un de mes indispensables. Je vais vous montrer tous mes indispensables. Alors voici mes indispensables. Quasi quotidiens. Les boules caisses. Fleur de bac Rescue. Roulonne. Spécial stress et émotions. Mindologie. C'est des gouttes à base de CBD. Aide à soulager l'anxiété. Voilà, tout simplement. C'est un véritable kit de survie, les gars. En cas de stress et de surplus sensoriel, émotionnel. Je vais essayer de ne pas en renverser partout. Chin. Alors, je vais profiter de cette petite tisane pour vous parler justement de l'anxiété, de mon hypersensibilité, tout ça. Mon hypersensibilité, je pense que je l'ai depuis toujours. C'est très exacerbé par le fait d'être autiste, tout ça. J'ai un peu du mal à le gérer. Ça rejoint un peu cette idée quand je vous disais que le syndrome d'Asperger, c'est un handicap invisible. Dans le sens où mon hypersensibilité, elle va tellement être au quotidien et pour des toutes petites choses que ça peut être un handicap, par exemple pour faire mes courses. Il suffit par exemple que dans le supermarché il y ait un tout petit peu trop de monde, un tout petit peu trop de lumière, des bips dans tous les sens. Là mon cerveau en fait il peut complètement vriller parce qu'il va pas réussir à analyser et à gérer tout ce qui lui arrive. Je vais avoir les sens en exagération et je vais pas en fait réussir à gérer tout ce qui se passe. L'hypersensorialité, c'est les 5 sens surdéveloppés, quoi. Parfois quand je suis sur mon balcon, je sens la cigarette du voisin du dessus. C'est très désagréable et je veux dire, moi je le sens, Louis qui est à côté de moi, il le sent pas. Ça a beaucoup d'inconvénients dans la vie au quotidien. J'essaie de tourner en fait tout ça en positif et vu que je suis plus sensible que la moyenne, je vais être plus émerveillée plus rapidement de certains paysages, je vais être plus à l'écoute de la nature, de l'environnement autour de moi. Si c'est un environnement calme et sain, je vais vraiment pouvoir percevoir tout ça en fait avec mes 5 sens. L'hypersensibilité, c'est un don et ça peut être magnifique quand on s'en rend compte. Ensuite, pour l'anxiété, c'est venu un petit peu plus tard. Je suis une personne très stressée de base, mais l'anxiété est vraiment apparue à la fin du lycée et pendant mes années d'études à Lyon. Vous avez bien suivi, j'ai fait que 1 an et demi d'études, parce qu'après j'étais en arrêt maladie, burn-out, tout ça. Mais c'était voilà, toute cette période-là où j'ai fait mes premières crises d'anxiété. Toute première, donc j'étais en dépression. J'essayais de revoir un petit peu des potes. Et en fait, on a fait une soirée, mais très tranquille. Juste un repas, on était 5 ou 6. Et en fait, je sais pas, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas bien. Les gens savaient que j'étais en dépression, déscolarisée, donc j'étais vraiment pas à l'aise du tout. Et je sentais que tout se passait à ce niveau-là, au niveau du sternum. Des poings, des coups de poignard. Je me suis dit, oulala, c'est un petit peu bizarre ce qui m'arrive. Et du coup, je suis rentrée chez mes parents. Je suis allée me coucher et là, dans la nuit, mais une douleur.
Là, dans le plexus solaire, vraiment ici, en plein milieu, là, ça me serrait tellement. J'ai l'impression qu'on me donnait des coups de poignard et qu'en même temps on me serrait le sternum et ça me contractait les poumons et en fait du coup je n'arrivais plus à respirer. Il y a ma mère qui s'est levée, qui m'a levée de mon lit, qui m'a accompagnée sur le balcon pour aller respirer dehors. Je suffoquais, j'ai cru que j'allais mourir et je crois au bout de 2 heures et demie quand même, ça a commencé à passer. Donc voilà, c'était ma première crise d'anxiété, loin d'être la dernière. J'en fais pas régulièrement. J'en fais des plus ou moins grandes. La plupart du temps, c'est des petites crises. Je vais me sentir un petit peu oppressée. Je vais me rendre compte que je respire même plus. En fait, je vais m'enfermer, me recroqueviller sur moi-même. Je me contracte comme ça sur moi. Je rumine. Je rumine dans tous les sens des pensées, des choses qui ont été dites, des choses que j'ai pas dit. Des actions, des non-actions. C'est l'enfer. Et en fait, ce qui est bien, c'est que mon copain, qui vit au quotidien avec moi, il me déboule. C'est-à-dire quand il arrive dans la pièce où je suis et qu'il me voit vraiment recroquevillée sur moi-même en boule, il va venir tout délicatement me débouler, m'étendre comme ça, et ensuite après il va me frotter. Sa maman qui fait beaucoup d'anxiété aussi, qui m'a conseillé de faire ça. Et en fait ça marche. Je sais pas, ça va réactiver la circulation, ça va produire de la chaleur. Quasi instantanément, ça va me libérer un peu de mes tensions, tout ça, et ça va me faire un petit peu revenir dans le moment présent. Quand j'habitais toute seule et que ça m'arrivait, ça pouvait durer des heures à pleurer en boule dans la salle de bain. J'avais beaucoup de mal à en sortir toute seule, je ne pourrais même plus vous dire qu'est-ce que je faisais pour y arriver. Et voilà, là il y a le système de déboulage et de frottage. Heureusement que mon chéri est là dans ces moments-là. C'est quelqu'un avec qui je peux beaucoup parler, à qui je peux me confier et surtout avec qui je peux être moi-même. Il est très présent, il est très, très bienveillant en fait avec moi. Il est toujours de très bons conseils et à l'écoute. Du coup, dès qu'il y a un truc qui va pas, ou même si j'ai le début d'une rumination, même des trucs plus ou moins nuls que je me suis créé moi-même, je peux lui en parler, il va jamais me juger. Et ça, c'est une immense richesse. Et je souhaite à toutes les personnes autistes d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie. C'est le plus grand soutien que vous pouvez avoir. Une chose qui me produit beaucoup d'anxiété au quotidien, c'est les imprévus. Après là, en réfléchissant, je dis les imprévus, mais les prévus aussi. C'est l'enfer. Par exemple, moi, j'ai prévu toute ma petite semaine dans ma tête et je sais pas s'il y a un truc qui arrive en plus dont je n'ai pas forcément le contrôle. C'est horrible à gérer. Et en fait, je vais mettre environ 24 heures à intégrer le truc et à réussir à me dire « Ok, c'est bon, c'est pas grave, ça va le faire ». Dans mon cerveau d'autiste, je scénarise absolument tout. Tout. Et c'est pour ça que c'est dur les imprévus, parce que ça me fait faire un scénario en plus, alors que j'ai déjà tous les scénarios de tout ce que j'avais déjà prévu. C'est un cerveau qui turbine à fond. Parfois j'aimerais bien quand même réussir à appuyer sur off pour que mon cerveau déconnecte. Alors certes, oui, il y a encore du travail à faire, et sans doute je resterai comme ça toute ma vie. Mais en tout cas, j'apprends de mieux en mieux à le gérer. Pour moi, c'est très important de vous parler de tout ça. Parce qu'en fait, c'est aussi pour vous montrer que malgré tout ça, malgré toutes ces choses un petit peu atypiques et décuplées, en fait, tu peux quand même avoir une vie à peu près normale. Tu peux y arriver. Autiste, pas autiste, toutes les expériences que tu as dans ta vie, tout ce que tu fais tous les jours, va forcément t'apporter quelque chose, va t'apprendre quelque chose en positif, en négatif. Chaque nouvelle victoire est d'autant plus belle. Début d'année, on est allé voir un match de hand avec Louis sur Porto. C'était Porto PSG. Il y avait énormément de monde, le stade y résonnait, il y avait beaucoup de bruit. Et en fait, j'ai passé un bon moment. J'ai pris du recul sur le moment et je me suis dit, ouais, c'est vraiment trop génial.
Et en fait, ce qui était d'autant plus génial dans ce moment, c'est de me rendre compte que j'y étais vraiment. Hop, là je me suis remise à travailler un petit peu et en fait, ce que je fais, c'est que je commence à importer mes vidéos que je filme là toute la journée. Parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos et je pense que je vais avoir beaucoup d'heures de montage. Bon, allez. Moi, je vais arrêter de travailler pour aujourd'hui. Je pourrais pas faire plus niveau concentration. Et niveau énergie, j'avoue, j'ai quand même le tournage de la vidéo qui me prend pas mal de points d'énergie. Je vais voir si Louis a fini de travailler aussi et je pense qu'on va se faire une petite pause goûter et on va jouer à Minecraft. Et du coup, ça m'amène à vous dire mes intérêts restreints. Alors, j'ai pas vraiment un intérêt restreint global. J'ai juste beaucoup de passion, on va dire. Depuis toute petite, c'est le ski, le skate, aussi les jeux vidéo et aussi tout l'univers un peu artistique. J'ai toujours été très manuelle. J'ai gardé un peu ce côté artistique. Je fais pas mal de peinture, d'aquarelle, de dessin, trucs un petit peu plus marqués, plus petites. Toujours un petit peu maintenant en fait, c'est les plans. J'adore les plans. Les plans de métro, les plans d'une ville, les plans d'une station de ski, les plans d'un musée. Dès qu'on peut avoir une brochure avec tout un plan, j'adore. C'est un intérêt restreint, ouais. Je sais pas. Louis, il a créé un serveur, du coup on joue sur le même serveur. C'est trop bien, on a notre maison et tout. Un peu moins cool quand il y a les monstres qui apparaissent la nuit, mais voilà. On voit Louis là. Coucou. Regardez-moi ça. Waouh. Coucher de soleil sur Minecraft. Incroyable. Me revoilà. Louis vient de repartir en cours. Il a cours le mercredi soir. Là du coup, il est 19h moins le quart. Je vais prendre un petit moment pour moi, tranquillou. Voilà, je le finirai plus tard. Si vous voulez voir la fin de mon dessin, je pense que je le posterai en story sur Instagram. Alors n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. J'ai repris mon petit carnet pour savoir où j'en suis. Je voulais vous parler un petit peu plus de mes traits autistiques propres à moi-même. C'est les petites particularités de mon enfance à encore maintenant, qui sont notées dans mon diagnostic autistique médical et officiel. Premier trait autistique très marqué, la dyslexie. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué. Je crois qu'au total, j'ai fait 12 ans d'orthophoniste. Dyslexie, dyscalculie, tous les 10. Atypie du langage, et je fais aussi beaucoup de néologismes. À tel point que chez mes parents, il y a un carnet où mes parents notent tous les mots ou expressions que j'ai inventés. Un clochon, c'est un clochard cochon, donc c'est un clochard très très sale sur lui. Un temps brouilleux, c'est un temps avec du brouillard un peu sombre, tout ça, un brouillard très épais. La prochaine fois que je suis chez mes parents, je pourrais vous en lire quelques-unes. C'est plutôt drôle. Mélangé au fait que je comprends pas tout le temps très bien les blagues et surtout les jeux de mots, mais que je les retiens quand même et que j'essaye de les ressortir, mais sans vraiment les avoir compris. Du coup, c'est sorti du contexte à chaque fois. Ensuite, il y a aussi le fait que je sois ambidextre. Donc j'écris des deux mains, mais j'écris des deux mains en même temps. Et j'écris, donc normalement on écrit de gauche à droite, mais j'écris aussi de droite à gauche. C'est le bordel. Je vais vous montrer. J'écris de la main droite, de gauche à droite. Bah, le titre de la vidéo. Une journée dans ma vie d'autiste. Ok, de la main gauche.
Voilà, de la main gauche, mais aussi j'écris de droite à gauche. Une journée dans ma vie d'autiste. Mais pour moi, c'est complètement normal en fait d'écrire comme ça. Je peux aussi écrire à l'endroit comme ça de la main gauche et à l'envers de la main droite comme ça en même temps. Bon, c'est pas très beau. J'étais gênée par la caméra. Mais voilà, bonjour YouTube. Alors, sinon, ensuite, j'ai des opinions très tranchées. Et je vous en ai déjà parlé. C'est soit tout blanc, soit tout noir. Soit j'aime pas. Souvent, je vais suivre mon intuition. Et quand j'aime pas, bah j'aime pas et c'est genre irrévocable. Il y a des décisions qui sont prises, comme une séparation ou je sais pas, un déménagement, j'en sais rien. C'est irrévocable aussi, genre je reviens rarement sur mes choix et mes opinions. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Difficulté à gérer ses émotions, ça c'est depuis toujours. Genre il n'y a pas de dosage d'émotions, tout est hyper intense. La joie, la colère, la peur, la tristesse, tout est vraiment vécu à 100%. Après, comme j'ai dit, je suis là aussi pour parler des points positifs. Et si on prend les émotions positives comme le bonheur, l'amour, ça aussi ce sera exacerbé et du coup merveilleux. Ensuite, pas beaucoup d'amis. Ouais. Déjà, quand j'étais plus petite, je jouais beaucoup avec les garçons, j'aimais pas les filles. Je détestais aller aux anniversaires. Le pire du pire, je détestais aller dormir chez des copines. Pourquoi? J'aime pas. Ça me fait peur et je suis loin de mes parents. Et souvent, c'est sur un matelas pas confortable au pied du lit. J'ai pas beaucoup d'amis étant plus jeune. Maintenant, à 28 ans, j'ai mes amis, j'ai mon entourage, et j'ai des potes et ça me convient bien. Très timide, zéro en participation. Ben, ça, très vrai, je participais jamais. J'avais qu'une seule envie, c'était d'être invisible ou de fondre comme ça sous le bureau. Et je trouve les gens de mon âge inintéressants. Donc ça, pareil, c'était quand j'étais plus petite. Surtout au collège et au lycée, où je m'entendais mieux avec mon professeur de technologie et ma professeure de français. C'était mes best friends forever. Aime les goûts prononcés. La meuf dans les extrêmes pour tout. C'est marqué un mot pour mot dans mon diagnostic. J'aime les escargots, les huîtres et la cancoyote à l'ail. Et c'est toujours le cas, j'adore ça. Ensuite, beaucoup d'angoisse, de rumination et de scénarisation. Donc ça, je vous en ai parlé juste avant. Perte de notion entre le réel et l'irréel. Alors ça, c'est très intéressant. C'était beaucoup le cas quand j'étais petite. C'était très difficile pour moi de regarder surtout des films avec des êtres humains comme nous. J'étais perdue. Je captais pas qu'il y avait de la mise en scène, tout ça, les émotions, l'amour. Moi, je croyais que tout était vrai. Pour les dessins animés, quand j'étais encore plus petite, pareil, je pensais que c'était la réalité. Donc il fallait que je fasse très attention aux dessins animés que je regardais. Et c'est pour ça que je suis restée très longtemps bloquée sur Peter Pan. Comme ça, au moins, je ne risquais rien à part attendre Peter Pan au coin de ma fenêtre tous les soirs. J'ai vraiment fait ça. Il est jamais venu. Et la pire chose qu'il me soit arrivée, ça a été d'aller à Disneyland Paris avec mes parents et de rencontrer les personnages que je voyais dans les dessins animés, les rencontrer en vrai. Ça m'a fait bugger le cerveau, j'avais 5 ans. Ça m'a traumatisée à tel point que maintenant j'ai la phobie des gens déguisés. Ensuite, n'arrive pas à gérer les imprévus. Ah bon? Et même les prévus, on en a déduit tous ensemble.
maladroite, donc voilà, renverse beaucoup de choses, je me cogne. Ça, c'était beaucoup quand j'étais plus jeune, plus petite. Maintenant, ça va un peu mieux. Alors, regard fixé sur quelqu'un, quelque chose, se bloque. Et ça va aussi avec contact visuel difficile. Pendant très longtemps, j'ai eu du mal à regarder dans les yeux. Je l'admets, et ça, c'est toujours le cas. Mais vu que je le sais, j'apprends et je fais un petit peu plus attention à ça. Je me challenge à regarder les gens quand je leur parle. Parfois, je bloque. Je bloque souvent dans le vide. Je vais fixer un coin, je vais fixer le plafond, je vais fixer, je sais pas, un truc. Et en fait, je vais être dans mes pensées. C'est pas non plus très grave et sincèrement, je crois que, à part dans le diagnostic et avec ces médecins, parce que pour eux, c'est des points vraiment, c'est des signes autistiques. Dans ma vie, à part plus jeune, plus petite, on me l'avait déjà dit, mais maintenant, il n'y a jamais personne qui a remarqué quoi que ce soit. Donc, c'est que j'ai bien travaillé sur moi-même. Problème de concentration, ça ouais, pas mal, c'était très difficile en cours, parce qu'en plus les cours ne m'intéressaient pas. J'ai une concentration très courte, mais parce que je pense que ça va avec l'hypersensibilité, l'hyperstimuli. Un professeur peut faire cours, s'il y a des oiseaux qui passent, des gens qui passent dans le couloir à côté, un gars qui joue avec son stylo 4 couleurs, moi j'ai le cerveau qui va tout entendre, tout prendre, tout analyser, et du coup je vais avoir grave du mal à me concentrer. Et c'est toujours le cas quand je lis un bouquin, il faut que tout soit calme autour de moi. Phobie sociale, ça pareil, je travaille dessus. Avec l'événement justement, quand on est allé voir un match de hand, où finalement ça s'est très bien passé alors qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Maniaque, les miettes sur la table, je supporte pas. Ça me dérange. Chaque chose doit être bien rangée. Alors après, je suis pas maniaco-dépressive, c'est pas non plus à ce point, et justement, souvent je me challenge de pas ranger tout de suite mes vêtements, tout ça. Genre, j'y laisse traîner la journée, je me dis vas-y, Nono, c'est pas grave, lâche prise, laisse traîner. Et j'y arrive. Si on tourne ça en positif, c'est que je suis toujours dans un environnement du coup rangé et sain dans lequel je me sens bien. Je trouve tout ce dont j'ai besoin très rapidement et ça me facilite la vie, que tout soit bien rangé à sa place. Ça me fait me sentir bien aussi dans mon cerveau et ça dérange personne au final. Trop difficile de prendre une décision. Pour un autiste, c'est difficile et en plus je suis du signe Balance. Super les gars, ça me prend trop la tête, c'est trop de rumination, c'est un double scénario du coup pour imaginer tel ou tel, ça me prend de l'énergie en fait. Je peux prendre une décision, mais ça va me prendre du temps et de l'énergie. Choisir comme ça du pile ou face en 3 secondes, j'en suis incapable. Mais c'est pas grave parce que du coup, le point positif, c'est que ça me permet de toujours bien réfléchir à mes choix. Et vu que souvent mes pensées, mes choix sont irrévocables, du coup, c'est pas plus mal. Tout se rejoint en fait. C'est pas mal, hein? Et en fait, il est bien mon cerveau. Bon, fin de journée. Je suis fatiguée de cette journée. Je vais mettre mon petit pyjama tranquille, me faire un petit truc à manger et je vais manger devant des vidéos YouTube tranquille jusqu'à ce que Louis rentre de cours. Je sais pas si on voit bien. C'est un ensemble de jogging Quicksilver que m'a envoyé une agence et que je ne quitte plus, que j'aime beaucoup trop. Pendant que les pâtes cuisent, je peux vous parler d'un dernier petit sujet. Non mais là ça fait trop de bruit, ça doit être désagréable. Je voulais vous parler de l'énergie, de la fatigue. Ça aussi c'est un trait autistique quand même assez marqué. Les autistes sont souvent fatigués des simples tâches quotidiennes qui va nous prendre plus d'énergie que pour quelqu'un de normal, qu'on appelle neurotypique. L'énergie dans le monde autistique, en tout cas dans le mien, il fonctionne par cuillère. C'est une fille qui parle d'autisme sur YouTube. Elle explique l'énergie d'un autiste avec des cuillères. Comme quoi, on aurait 12 cuillères. Et en fait, chaque action dans notre journée va nous coûter une cuillère. Même plus ou moins de cuillères par exemple. Donc je vais me réveiller, on va dire, avec 10 cuillères sur 12. Ensuite,
je vais me lever et je vais avoir des choses à faire pour le travail, tout ça. On va dire ça va me coûter déjà 2 cuillères. Et en plus de ça, faut aller faire les courses. Là, ça va me prendre 2 cuillères. Parfois, il est seulement midi et j'ai déjà dépensé la moitié de mon énergie. Par exemple, un restaurant avec des amis de Louis que je vais rencontrer sur place. Il va y avoir le restaurant avec tout le bruit environnant, les stimuli, tout ça. La rencontre de personnes, plus le lien social que je vais essayer de faire avec eux. Ces 3 choses, ça va me prendre directement 3 cuillères. Parfois juste je peux pas parce que je suis trop fatiguée. Souvent le soir à 20h30, du coup je suis éclatée. Je peux récupérer des points d'énergie en me reposant dans la journée. En prenant en fait des petits moments pour moi où je suis recroquevillée dans ma bulle tout en étant très bien. Ce système de cuillère et d'énergie, c'est pas du tout quelque chose de contraignant. En fait ça va m'aider à contrôler toute ma jauge d'énergie tout au long de la journée. Coucou, je suis en plein dans le montage de la vidéo et en fait les 2 dernières vidéos où je fais un peu une conclusion sur l'autisme, tout ça, j'ai filmé la vidéo au ralenti et impossible de récupérer l'audio. Du coup voilà, je suis obligée de vous refilmer ça une semaine après. C'était important pour moi de vous filmer cette vidéo et de vous montrer en fait que certes, être différent, c'est pas facile. Être diagnostiqué autiste, c'est pas facile, mais en fait, il suffit juste de changer un petit peu ta vision des choses, de continuer ta vie et toutes les expériences que tu vas avoir pour tourner ça en fait en positif. Être différent, au final, c'est une richesse au quotidien. Ça t'apporte énormément de choses. Ma conclusion, c'est un petit peu lève-toi et brille. Utilise cette différence, utilise toutes ces capacités que tu as pour en faire quelque chose d'extraordinaire, car tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ne l'oublie jamais.